Bonjour à vous tous. Là, on a un invité exceptionnel, c'est Monsieur François Martin, géopoliticien, essayiste. Donc, il a déjà écrit 2 livres. Monsieur Martin, déjà à brûle-pourpoint, pouvez-vous nous présenter vos 2 livres? Oui, merci beaucoup, cher ami. Je suis très heureux de faire cette première interview avec vous. Alors voilà le premier que j'ai sorti en 2023, L'Ukraine, un qui basculement s'appelle du monde. L'Ukraine, un basculement du monde. Alors, vous voyez, avec un petit gamin qui se pose beaucoup de questions sur ce que sera l'avenir avec des côtés qui brûlent. Donc, je vous expliquerai pourquoi j'avais choisi ce titre. Et l'année dernière, j'ai sorti celui-là, qui est Le temps des fractures, qui est la réflexion suivante. Voilà, et j'en prépare un troisième qui sortira à la fin de cette année. Voilà. Eh ben, Qui sera très encore bien. la suite. Voilà. Le premier, c'est le basculement du monde. En fait, moi, j'ai voyagé pendant 40 ans, enfin même plus, puisque je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, au Brésil. Bon. J'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup voyagé sur une centaine de pays à peu près. Je savais que le monde avait déjà basculé, mais les gens ne le savaient pas parce qu'ils vivaient encore avec les schémas Oui, en gros issus de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je savais que les rapports n'étaient plus les mêmes, que l'Afrique n'était plus la même, que l'Asie n'était plus la même. vous Et vous quand êtes. la guerre a démarré, je me suis dit, c'est à la fois un basculement et ça va provoquer quelque chose, un accélérateur et une prise de conscience des gens. Voilà. D'accord. Donc j'ai sorti le premier et après l'expression a été reprise par tout le monde. D'ailleurs, tout le monde utilise cette expression, le basculement du monde. Et après, dans le deuxième, le temps des fractures, je me suis dit, ben, on n'est pas seulement dans un basculement, mais on est dans une fracturation du monde parce que il y a un mouvement décolonial, on peut dire, des pays du Sud dans lesquels on peut rentrer, non pas civilisationnellement, mais politiquement, quelque part la Russie, qui se rebelle contre un ordre du Nord qui veut lui être imposé, qui est l'ordre à la fois mondialiste et atlantiste dans les deux aspects, l'aspect culturel et l'aspect politico-militaire. Et donc, ce temps des fractures est ce qu'on voit sous nos yeux avec ces Très bien. guerres. Et on est en train d'en sortir. Voilà. En tout cas, évidemment, c'est un honneur de vous avoir sur Réinformation sur le monde. Moi, ça faisait déjà longtemps que je voulais faire un entretien avec vous, donc voilà, c'est fait. Merci Et on va beaucoup. commencer dans le vif du sujet avec l'Ukraine, bien évidemment. Et ma première Oui. question, c'est que pensez-vous des négociations de paix de Trump? Est-il vraiment sérieux quand il donne ces éléments pour la paix à Poutine et à Zelensky, des éléments qui ne plaisent ni à l'un ni à l'autre, parce qu'évidemment, ça va à l'encontre de leur espérance. Pensez-vous qu'il fait ça exprès de donner des éléments, on va dire, absurdes à Poutine et à Zelensky, juste pour ne pas perdre la face et en réalité pour se débarrasser du cas de l'Ukraine pour vite rebondir sur la Chine, Israël, l'Iran, etc. Pensez-vous qu'il fait ça vraiment pour vite abandonner l'Ukraine tout en donnant un prétexte à la face du monde en disant bah regardez, j'ai fait tout ce que je pouvais, ils veulent rien entendre, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute, moi je m'en lave les mains. Ou alors pensez-vous que Trump est entre guillemets complètement idiot, donne des éléments qui pour lui sont raisonnables et tout à fait bien pour Poutine et Zelensky et qu'il ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne plaît pas à Poutine et Zelensky. Donc en gros, est-il machiavélique ou vraiment idiot, entre guillemets, si vous me pardonnez ce terme, incompétent comme on voudra? Alors, ni l'un ni l'autre, à mon avis. Ni l'un ni l'autre. Alors, je veux d'abord replacer ça dans le contexte. Trump a pris le pouvoir pour liquider une guerre.
et pour liquider une guerre qui n'est pas la sienne au départ et que le Nord et les États-Unis en particulier ont perdu ou sont en train de perdre. Donc, il est là pour ça. Et quand on liquide une guerre, une des premières choses à laquelle on pense quand on est un chef d'État, c'est comment est-ce que je peux avaler la défaite sans avaler la honte de la défaite, si vous voulez. Je vous prends un exemple. Vous liquidez votre héritage colonial et vous allez en Afrique et vous dites maintenant c'est la liberté avec la France, l'indépendance ou l'indépendance contre la France. Et tout le monde vous dit mon général, on est avec vous, sauf Sékou Touré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bradé en réalité son empire colonial parce qu'on est en faillite économique et politique. Mais on présente les choses en disant ben voilà, je suis le vainqueur. Et ça passe. Et c'est ce qu'a fait Trump. Dès le premier jour, l'âge d'or des États-Unis, le nouvel âge d'or vient d'arriver. Tu parles. Il est en train de liquider. Mais il doit d'abord adopter un ton très martial pour convaincre les Américains qu'il n'est pas en train de baisser la tête en disant nous sommes les perdants, pardon, mais pour dire nous sommes les vainqueurs d'une nouvelle ère. C'est ça. Déjà, il faut comprendre ce contexte. Ça, c'est très important. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, qui est très importante, et là, je m'en réfère en permanence à un entretien qui a été celui de Marco Rubio, qui est donc le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comme vous savez, à la journaliste Megyn Kelly le 30 janvier, c'est-à-dire juste après l'intronisation de Trump. Et il a dit très clairement, on a perdu cette guerre. Donc, l'hégémonie américaine que nous poursuivons depuis 91 et même depuis 45, ça marche pas. Nous avons fait la bêtise que nous ne devions surtout pas faire, c'est que nous avons poussé les Russes dans les bras des Chinois. Et comme notre véritable ennemi, c'est la Chine, si demain on a un problème avec la Chine, on aura deux ennemis au lieu d'en avoir un. Donc, il est très important d'essayer de rapprocher la Russie, non pas d'en faire une amie des États-Unis et une ennemie des Chinois, mais au moins de la décoller un peu de son lien avec la Chine et de la recentrer de telle sorte que si demain on a un problème, on soit trois à discuter. Il dit demain, le monde sera gouverné sera pas multipolaire mais tripolaire, ça sera les États-Unis, la Chine et dans une certaine mesure la Russie. Voilà ce qu'il dit. Donc, dans ces conditions, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord la doctrine de Brzezinski, le grand échiquier où on va se servir de l'Ukraine pour faire tomber la Russie, la découper et aller embêter les Chinois, c'est fini. Ça n'existe plus. Ça veut dire aussi cette lutte tutélaire entre les États-Unis et la Russie qui existe, je vais dire pratiquement depuis que les États-Unis existent, parce que c'est Rome et Carthage avec l'Europe au milieu, c'est fini aussi. Rome et Carthage ont décidé de se serrer la main et de se partager la Méditerranée. Donc, c'est une innovation totalement extraordinaire. Et on est dans un autre monde parce que l'idée qu'il y a derrière tout ça, parce que si Trump fait tout ça, c'est pas parce que dans sa tête, petite ou grande, il s'est dit ça y est, je suis le nouveau roi du monde et je vais réinventer les choses. C'est parce que derrière, il a vendu son projet à un certain nombre de personnes importantes et en particulier à des puissances financières, parce qu'il faut toujours penser à ça lorsqu'on pense aux États-Unis, à qui il a dit mais on gagnera beaucoup plus d'argent avec la paix qu'avec la guerre. Donc, une fois qu'on a posé ça et qu'on a écouté le discours de Marco Rubio, que j'incite véritablement les spectateurs à aller écouter, ça veut dire qu'il y a un tripode. Et ça veut dire aussi que si on veut décoller les Russes, il faut leur donner du grain à moudre. Et ça veut dire aussi que dans cette nouvelle stratégie, l'Ukraine n'a aucune importance. Et à la limite, si on peut rendre l'Ukraine en entier aux Russes, c'est mieux parce qu'on va les solidifier et on va les rendre un peu plus forts et on va en faire moins un vassal à la solde de la Chine.
Donc, c'est bon. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut sauver la face. Parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Trump ne peut pas apparaître comme le traître, celui qui brade l'héritage, etc. On vient quand même de loin. Donc, il est important de montrer que moi c'est ma thèse, hein, que montrer que cette négociation est difficile alors qu'il y a véritablement, à mon sens, une convergence d'intérêts qui est très forte entre les Russes et les Chinois. Parce que entre les Russes et les Américains. Parce que les Russes n'ont pas envie non plus d'être les petits vassaux des Chinois qui leur livrent du gaz et du pétrole, et les Chinois envahissent la Russie avec leur argent. Ils ont déjà toutes les voitures parce qu'ils ont remplacé les entreprises occidentales, et puis demain ils auront, etc. Il ne veut pas se faire manger. Donc son rôle, c'est de se recentrer, mais pour se recentrer, il a le même problème que Trump de son côté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas apparaître non plus vis-à-vis des Chinois comme un traître qui leur dise, bah, écoute, je me suis servi de vous quand j'étais dans la mouise, et maintenant que je suis en train de m'en sortir et de gagner ma guerre, ben merci, j'ai embrassé ma nouvelle copine américaine, et vous, je vous laisse tomber. Donc, il ne faut pas du tout qu'ils donnent cette impression. Donc, ils ont reconstruit un nouveau sommet, justement, puisque Lavrov et le ministre des Affaires étrangères chinois se sont vus à Moscou la semaine dernière ou il y a 2 semaines pour faire un nouveau sommet avec Xi, et il va lui dire je t'aime, c'est toi que j'aime aussi les autres mais moins que toi, etc., pour justement se prémunir contre ce risque qui est la paille, je dirais, d'un problème de confiance qui s'effrite entre Chinois et Russes. Mais d'un autre côté, il est clair aussi que cette communion stratégique, je pense, qui est celle qui existe ou qu'ils sont en train d'essayer de construire, parce que ça se fait pas, on n'est pas ennemi et du jour au lendemain on devient ami. Ça se construit, la confiance. Et je ne sais pas si lorsque Trump dit, par exemple, Poutine m'énerve, Poutine est méchant, mais s'il fait ce que je dis, on sera très gentil, ça se passera très bien. C'était la phrase qu'on avait relevée il y a quelques semaines. Tout le monde avait dit, oui, il dit que Poutine est très méchant. Mais elle dit, mais écoutez la fin de la phrase. La fin de la phrase, c'était, oui, mais s'il fait ce qu'on dit, la colère ne durera pas, je suis pas en colère. Alors là, il dit, il est en train de me promener. Mais est-ce qu'il dit ça véritablement parce qu'il craint que Poutine le promène, ou parce qu'il veut donner l'impression à ses soutiens et à son opinion qu'il est un gars qui est en train de se battre, scrogneux et qui ne se laisse pas faire? Moi, je pense plutôt pour la deuxième solution, parce que Poutine n'a aucun intérêt à faire tomber Trump et à le pousser dans la mouise et en faire un loser, parce que sinon, il perdra les élections de mi-mandat l'année prochaine et il verra revenir les néoconservateurs, l'équipe Biden, etc. Il est parti pour des années de guerre. Alors, il est sur le point de toucher les dividendes de ce qu'il essaye de faire depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir et qu'il veut quelque part revenir à l'Ouest. Et il est en train, à travers cette guerre, d'y arriver. C'est pas maintenant qu'il va laisser tomber cette chance énorme qui est la sienne, mais il faut que ça se fasse. Donc, c'est un peu habillé, mais 100 jours, c'est pas très long. Au regard de ça, c'est pas long du tout, en fait. Les gens sont tellement impatients qu'ils voudraient qu'on signe tout de suite, mais il faut regarder les choses un peu par-dessus les contingences. Voilà ce que je voulais dire. Je comprends ce que vous dites. Oui, voilà ce que je pense. C'est un éclairage effectivement intéressant. Mais dans ces cas-là, comment vous expliquez le fait que pendant la campagne électorale, lui et J.D. Vance étaient plutôt pour abandonner l'Ukraine directement, Make America Great Again, c'est-à-dire économiser de l'argent, de l'armement. Il l'a dit à maintes reprises que c'était un gouffre financier, un gouffre armement, l'Ukraine, que ça n'apportait absolument rien aux États-Unis. Qu'est-ce qui l'empêchait de tout simplement abandonner l'Ukraine comme le voulait le faire d'ailleurs directement J.D. Vance,
et être bien tout de suite avec la Russie. Je pense qu'il n'a pas osé, tout simplement. Parce que là, il se fait humilier, Trump, là. Humilié, oui et non, parce que imaginez qu'ils disent, moi, ce truc-là, ça m'intéresse pas, débrouillez-vous tout seul, moi, je vais faire là, avec les Russes. Tout le monde aurait dit, espèce de salaud, tu brades, on s'est battu pendant des années pour ça, tout ce qu'on a fait depuis les néoconservateurs pour, etc., etc., Brzezinski, jusqu'à il y a peu de temps, était le totem de toute la politique américaine. Donc, je pense qu'il s'est aperçu que il pouvait pas le faire comme ça. Alors, il le fait sans le faire parce qu'en même temps, il a essayé dans un premier temps de mettre Zelensky complètement en porte-à-faux. Et puis, les Européens ont réagi. Il s'est aperçu aussi, je pense, parce qu'il navigue un peu à vue. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision du monde et qui sait absolument ce qu'il veut. Par contre, tactiquement, il tâtonne un peu. Ouais. C'est sa méthode. Il tâtonne un peu. C'est pas un extraordinaire tacticien, mais par contre, c'est un bon stratège. Il sait ce qu'il veut Ouais, et il va y arriver. La preuve, c'est que personne n'a fait ce qu'il doit faire. Ça fait depuis 45 qu'on en attend un patron aux États-Unis qui ose se payer le lobby militaro-industriel et qui disent on va faire la paix avec les Russes. Ça n'a aucun intérêt. Ça nous emmène dans le mur. Tout le monde sait. Et ça met une chose pour le Moyen-Orient. Lui, il a pris les rênes et il a des cojones, comme j'aime bien dire, que les autres n'ont pas. C'est sûr, c'est sûr. Donc il essaye. J'ai une question qui pourrait, alors, juste, pour terminer, excusez-moi, pour terminer la phrase, juste par rapport à la question que vous posiez, une façon, c'est de dire oui, c'est difficile, Poutine m'emmerde, mais on va se mettre d'accord, etc. Sous-entendu, qu'est-ce que c'est dur, etc. En fait, ils sont d'accord, mais il faut pas le dire, en d'autres termes. Mais l'autre façon, c'est de dire mais ce truc-là, c'est de la merde, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. C'est pas mon affaire, c'est de minimiser la chose. Alors, il fait les deux. Et moi, je pense qu'il ne pouvait pas faire une politique purement et simplement en disant ça vaut rien, on largue, parce que tout le monde aurait dit salopard, c'est un choc énorme, ça, pour l'opinion américaine. Donc, il habille les choses, mais il est en train d'essayer d'y arriver progressivement. Et là, si on regarde, et je vais terminer avec ça, la situation, si demain matin, il dit, ben, finalement, je paye plus pour ce truc parce que c'est trop compliqué, c'est un panier de crabes, c'est pas bon pour les Américains, on perd de l'argent, etc. Les gens, l'opinion, à mon avis, sera plus prête à l'accepter que s'il avait annoncé ça le 23 janvier, vous voyez. L'opinion a progressé dans le sens qui est bon. Et les chicayas qu'il a mis en scène avec Poutine, parce que dans le fond, il n'y en a pas, en fait, parce qu'ils attendent qu'une chose tous les deux, c'est de se débarrasser de ce truc, de coller la patate chaude aux Européens avec Zelensky. Et après, on va parler de Zelensky parce que c'est un drôle de coco dans cette affaire. S'ils veulent se battre, mais lui, il va faire une paix séparée avec les Russes et ils vont investir. Les Russes vont aller mettre de l'argent aux États-Unis et lui, il va de l'argent en Russie. C'est ça qu'ils cherchent derrière. Ils sont là. Bien. Il y a quand même, je trouve, il a une personnalité très complexe, pourrait-on dire, voire paradoxale, parce que pendant la campagne, encore une fois, avec J.D. Vance, ils étaient pour laisser tomber l'Ukraine. Donc tout le monde s'attendait, tous les grands médias disaient qu'une fois que Trump allait être au pouvoir, Zelensky tremblait dans ses bottes en disant il va laisser tomber l'Ukraine. Donc il y avait déjà une préparation psychologique. Et puis on a Trump qui se fout complètement de la vie du monde. Quand il dit je vais prendre le Groenland, je vais prendre le Canada, je vais prendre le canal du Panama, je fais un tarif, je fais des taxes douanières au monde entier, 100%, 245% pour la Chine. C'est paradoxal parce qu'il a l'air de se foutre complètement du monde, des opinions de tout le monde, des Européens, des Chinois, il se fout de tout le monde. Il fait strictement ce qu'il veut. Alors, ça, je pense que ça n'aurait pas vraiment choqué qui que ce soit s'il avait abandonné l'Ukraine en tant que première action présidentielle, non? La preuve, c'est qu'il n'a pas pensé ça, qu'il a pensé je pense qu'il a pensé, il l'a dit, mais c'est pas parce qu'on le dit que les opinions auraient été effectivement
prête réellement, et les lobbies qui sont derrière, à dire on laisse tomber ce truc-là. Je veux dire, imaginez-vous, il y a l'argent qui a été dépensé derrière, tout ce que les lobbies militaro-industriels se sont mis dans la poche. Enfin, c'est la plus grosse lessiveuse du XXe siècle, comme l'a dit Kennedy Junior. C'est la plus grosse lessiveuse. Donc, vous dites pas du jour au lendemain, bah écoute, tiens, c'est ta lessiveuse, je la prends et puis je la jette dans la mer devant toi et puis on va faire autre chose. Il faut montrer petit à petit qu'on est en train de construire. Et à mon avis, ces 3 mois ne sont pas perdus parce que je pense que derrière, d'abord, est-ce que quand on balance l'Ukraine, si on n'a même pas rencontré Poutine en face, est-ce qu'on va se mettre d'accord? C'est pas sûr. Est-ce que Poutine, parce que on dit ça, c'est ce que chacun attend de faire, mais est-ce que véritablement ils vont s'entendre? Eh ben, ils se sont parlé, ils se sont dit qu'ils s'entendaient bien, il dit que it's a good guy, donc ils préparent aussi les opinions. Donc s'ils bazardent maintenant, on va dire ben il y a quelque chose à faire derrière. Et on va y arriver progressivement. Donc, il construit son argumentation et à mon avis, psychologiquement, il est en train de préparer les choses. Et il faut que ça dure. Nous, on voit ça comme des intellos qui pensons que le pouvoir fait ce qu'il veut. Mais si on faisait ce qu'on veut en politique, ça s'appellerait le vouloir. Ça s'appellerait pas le pouvoir. Le pouvoir, il y a des gens derrière. Je pense qu'ils passent une grande partie de son temps, aussi bien sur l'Ukraine que sur le Moyen-Orient, à convaincre des gens qui sont ses soutiens ou qui sont pas ses soutiens de dire voilà, c'est bon, on va dans ce sens-là, etc. Il est quand même en train de changer le système du tout au tout à 180 degrés. Donc, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, voilà. Et pour parler de la Chine, et on y viendra après. Ça, c'est après. Hein. Ben, écoutez, juste pour vous dire une chose, c'est que le système qui prévaut aujourd'hui sur la Chine, c'est un système que Trump dénonce depuis les années 80. Oui. Donc, ça fait presque 40 ans, 35 ans qui dit ce système est totalement injuste. La Chine a aspiré toute l'industrie du monde et il le dit pas. Les salopards d'Américains très riches font construire à 1 et pour vendre à 1000 et ils payent pas ils payent pas de taxes en plus parce qu'ils passent par ils exportent via leurs filiales qui sont en Irlande. Qui prend 4% de taxes. Voilà. Donc, on parlera de la Chine. Et ils revendent à 1000. Et ils revendent à 1000. Et ils gardent tous les profits en Irlande. Donc, ça, c'est un système qu'il faut casser. Mais là aussi, il peut pas le faire comme ça. Alors, il l'a annoncé, il a commencé, on lui a dit, oulala, c'est trop. Donc, il a retiré le gros bâton, mais il va revenir. D'accord. Ça a l'air chaotique, mais si vous regardez au-dessus, je trouve que ça avance même assez vite, d'une certaine façon. Assez vite, oui. Mettez-vous, il y a 100 jours et maintenant. On n'est plus dans le même monde, hein, c'est clair. Hein. C'est sûr. Vous parliez de Zelensky. D'après vous, quelle est la situation de Zelensky avec son gouvernement qui est quand même beaucoup néo-nazi? Le fait qu'il avait eu énormément de menaces si jamais il signait une paix, un traité ou même qu'il négociait vraiment avec la Russie, il a été menacé à plusieurs reprises. Bon, moi, les Russes ont dit justement qu'ils le zigouilleraient pas. Ils l'ont dit dès le début. Oui, les Russes, oui. Le Premier ministre israélien au début. Ouais, tout à fait. Et donc, le fait que Zelensky, on va dire qu'il a les fesses entre deux chaises, entre le bloc néo-nazi d'un côté, les pressions de l'Union européenne, des Américains qui disent non, voilà, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. D'après vous, quel est, je vais pas vous demander l'état mental de Zelensky, mais comment il navigue d'après vous? Comment à mon avis, il navigue pas du tout. Il est assis, il a son poste qui tient qu'à un fil à la tête de l'État.
et il a à côté, derrière, si vous allez, au lieu de rentrer dans son palais par devant, vous allez par derrière, il y a une petite boutique où il y a écrit Zelensky and Friends, Dealers in all kinds of goods and services. C'était le titre d'une société que je voyais quand j'allais dans le marché de Lagos au Nigeria. Dealers in all kinds of goods and services. Et il doit prendre, je dirais, entre 10, mais s'il prend 10, qu'il n'est pas gourmand, et 50% de tout ce qui arrive. Des marchandises qu'il revend à l'extérieur, des armes qu'il revend, de l'argent qu'on lui prête et qui rendra jamais, de l'argent qu'on lui donne et qui rendra jamais, etc., etc. Donc, il gagne tellement d'argent, lui et la clique qui est autour, que tant que le robinet de l'Ouest est ouvert, il continue. Il faut pas le regarder par rapport à son positionnement politique, mais par rapport à son positionnement mafieux. C'est ça son affaire. C'est évident. Il est au centre des Pandora Papers. On comprend très bien. Si ça dure un mois de plus et encore un mois, puis encore un mois, il ramasse. Et il faut voir ce que les oligarques ont pris dans cette affaire. Ceux qui sont ses proches et puis ceux qui sont un peu plus loin. Et puis, il y en a une bonne partie qui ont des biens dans le Donbass et dans la Crimée aussi. Donc, tant qu'il y a des gens à l'ouest, que le robinet est ouvert, bon, le robinet américain, est-ce qu'il va fermer ou non? On attend, mais pour l'instant, il n'est pas fermé. Et quand il va être fermé, est-ce que les Européens, les crétins d'Européens vont continuer à payer? Eh bien, ils vont encore détourner de l'argent. Donc, tant que les oligarques restent avec lui, tant qu'ils ont plus d'argent gagné à l'ouest qu'à l'est. Le jour où les robinets à l'ouest vont se fermer, tous les oligarques qui vont se précipiter à Moscou, et puis ils vont aller voir Poutine et ils vont lui dire « Est-ce que tu nous gardes pour le prix de notre trahison de cette crapule immonde de Zelensky, et on est avec lui, mais vraiment, on ne peut pas le supporter, on se met une pince à linge quand on lui parle. Est-ce que tu es d'accord pour nous conserver nos titres de propriété de nos biens dans le Donbass et en Crimée, nos hôtels, nos mines, etc., etc. Il paraît qu'Akhmetov, j'avais fait dans mon premier livre la liste des différents oligarques et des biens dont ils disposent, parce que on n'étudie jamais ça. Or, c'est une composante absolument essentielle du jeu ukrainien, c'est les oligarques. Et personne n'en parle. Qui ils sont? Où sont leurs biens? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qui a été les interroger, etc. Toute cette bande de mafieux affreux qui sont autour et qui s'en mettent plein les poches. C'est ça voilà. Donc, tant qu'il y a de l'argent qui coule, je dirais, ils vont rester là, ils vont s'accrocher comme des sangsues. Le jour où l'Ouest ferme le robinet, je peux vous parier que dans la semaine, les oligarques qui ont déjà négocié leur truc, ils renverseront Zelensky. D'ailleurs, si l'argent s'arrête, il foutra le camp le soir même parce que le lendemain, il se fera zigouiller. Et comment expliquez-vous le bellicisme, on pourrait le qualifier de fou, de Macron, Starmer et Merz? Alors ça, c'est autre chose à mon avis. Ça, c'est autre chose. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous observez les choses, ce qui vient de se refermer, c'est une guerre géopolitique qui a gouverné une bonne partie du XXe siècle jusqu'à présent, depuis la Deuxième Guerre mondiale en fait. C'est ça qui est en train de se refermer. Une guerre géopolitique. Mais ce qui s'est ouvert en même temps, c'est une guerre géoculturelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont les conservateurs qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Trump a annoncé dans son discours qu'il y avait deux genres, les hommes et les femmes. Les Russes ont dit que dans leur constitution, il y avait la famille, et la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. C'est dans la constitution russe. Donc, ils se sont retrouvés comme conservateurs et tout le reste du monde est conservateur, sauf une partie de l'État profond américain et un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements européens. Donc, ils ont décidé de se les faire. Voilà.
Les progressistes ont fait, à mon avis, une énorme erreur au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont montré ouvertement leurs ambitions avec des cérémonies sataniques, pédophiles, drag queen, etc., en disant voilà, c'est ça notre univers, c'est ça qu'on veut, demain vous serez comme ça, et on veut vous le montrer, et ils l'ont montré à 3 milliards de personnes. Voilà. Mais seulement, comme chez nous, les gens qui se battent, qui sont les conservateurs, ils sont en situation défensive, ils n'ont pas pensé qu'en face d'eux, aussi bien chez les Russes que chez Trump, il y avait des chouans qui avaient décidé de les combattre et de les écrabouiller. Donc, on est véritablement dans une guerre géoculturelle. Et c'est pour ça qu'ils sont enfermés, c'est la raison principale. Parce que, encore une fois, dans le discours de Robespierre, pour la condamnation de Louis XVI, il dit Capet est un traître à la patrie. Bon, ça c'est une accusation, je dirais, franco-française, et un ennemi de l'humanité. C'est-à-dire que Robespierre considère que ceux qui ne pensent pas comme lui ne sont pas des personnes qui sont dignes d'être appelées, de faire partie de l'humanité. Et Taubira, notre cher Christian Taubira, un jour a dit à quelqu'un vous vous êtes mis vous-même en dehors de l'humanité. C'est-à-dire que pour eux, les conservateurs ne font pas partie de l'humanité. Il n'est pas possible de leur parler. Ce n'est pas possible de leur parler. Donc, ça fait des années qu'on voit venir Trump, qu'on sait qu'il peut gagner. Quand vous êtes un chef d'État digne de ce nom, vous allez le voir, vous discutez avec lui, vous lui faites des mamours, etc. Vous dites, bah, si j'ai un jour t'es là, etc. On crée des liens. Or, on lui a tapé dessus pendant 4 ans. Et avec Poutine, c'est pareil. On voit, moi, j'ai écrit mon premier livre parce que j'étais certain que Poutine allait gagner dès le début parce que les Ukrainiens tiraient 4000 obus par jour et les Russes tiraient 40 000 obus par jour. Je me suis dit, bon, on a Tyson d'un côté et un petit gamin qui commence la boxe de l'autre côté. Donc, ça, en fait, ils se battent mieux, mais pour d'autres raisons, les drones, etc. On sait comment c'est, mais j'étais persuadé que ça serait une question de temps et que si les Russes prenaient du temps, c'est précisément parce qu'ils voulaient faire avec l'Ukraine ce que Franco a fait pendant la guerre d'Espagne quand il a décidé d'attaquer Tolède au lieu d'attaquer Madrid. C'est Bernard Wicht qui m'a fait comprendre ça. Et on a pensé qu'il était un mauvais général et il a dit des années après, à quoi me servait-il de prendre le pouvoir si tous mes ennemis républicains étaient cachés dans la société, m'auraient pourri la vie pendant tout mon mandat? Eh ben, il fallait que je les élimine à travers la guerre. Donc, il a prolongé volontairement la guerre de 2 ans pour les machacar, comme on dit en espagnol, les passer au hachoir, de façon à pouvoir récupérer un pays qui soit débarrassé de ses ennemis républicains. Eh ben, Trump, Poutine fait ça d'une certaine façon. Il n'est pas pressé, il utilise le temps pour vider le pays de toutes les forces des ukro-nazis. C'est ça qu'il fait. Eh bien, écoutez, on va finir sur cette dernière note-là concernant l'Ukraine. Voilà, donc le temps passe et voilà. On va parler de la Chine. En tout cas, c'était une conclusion très intéressante concernant l'Ukraine. Donc, pour vous répondre sur l'Europe, en fait, parce que j'ai pas fini ma réponse, une première réponse, c'est effectivement qu'on a affaire à des purs progressistes qui se sont trouvés coincés et qui ont refusé de parler à leur contrepartie conservatrice parce que ce sont des idéologues de la pire espèce, en fait, et même Macron. Et l'autre raison, c'est parce que je rappelle que vous vous en souvenez certainement que Poutine, dès le début de la guerre, a dit aux Russes une chose que mes collègues européens n'ont pas vue, c'est la fracture sociale dont ils ne veulent pas parler. Elle est tellement béante que lorsque la guerre va faire son effet
avec son cortège de pauvreté, etc., il me semble impossible que les élites qui sont actuellement au pouvoir en Europe se maintiennent. Voilà ce qu'il a dit. Donc, les élites sont extraordinairement fragilisées par cette situation et une façon d'y répondre, c'est d'hystériser les débats. Attention, les Russes sont là, comme ils ont fait au moment du Covid, pour essayer de tenir tant bien que mal les populations sous leur coupe. C'est ça. Et la troisième raison, et ça, je pense que c'est aussi Macron qui a fait ça, c'est qu'ils se disent que dans leur combat, dans le combat de Trump avec la Chine, l'Europe a le choix soit de se mettre plutôt du côté américain en disant il faudra qu'on mette des droits de douane, etc., pour se protéger, le monde sans droits de douane est terminé, etc., soit de se mettre plutôt du côté des Chinois en disant on va emmerder Trump. Donc, il a intérêt d'une certaine façon à ménager les Européens et les Européens ont intérêt à faire monter la sauce pour dire on est toujours là, on est là et on est encore là et il faut, si tu veux compter avec nous, si tu veux pas qu'on te casse la baraque, invite-nous au dîner au lieu de nous laisser à la porte. Ça, c'est la troisième raison. Et la quatrième raison, qui est aussi importante, c'est qu'ils se disent, si jamais il se prend un croche-patte l'année prochaine, eh ben, on retourne à nos copains démocrates. Donc, quelque part, on va lui pourrir la vie parce que la partie n'est pas jouée. En fait, elle sera jouée après les midterms. Donc, ça vaut le coup de faire la guérilla contre Trump pendant un peu plus d'un an, pour voir ce qui se passe. Donc, il y a toutes ces raisons dans leur esprit. D'accord, voilà. Là, on aurait été fait. D'accord. Alors là, le temps file. C'est cohérent. C'est cohérent. Oui, bien sûr. Alors, comme là, je regarde le chrono, le temps file. Oui, on n'aura plus beaucoup de temps pour la Chine. Alors, on va parler là de la Chine. On va faire un plus court. Hein. Là, on va essayer d'être plus court que l'Ukraine. Oui. Pour la Chine, déjà, que pensez-vous du complexe militaro-industriel chinois comparé au complexe militaro-industriel américain? Là, les Américains ont l'air vraiment d'avoir peur de ce complexe militaro-industriel qui commence à être beaucoup trop énorme et efficace. C'est ce que moi j'ai lu dans les rapports du Pentagone. Pensez-vous que les Américains commencent à avoir peur de la Chine? Là, pour le coup, on va parler que du côté militaire. Oui, ben, je pense que, bien sûr, enfin, peur, faut voir ce que peur veut dire, mais sont deux pays nucléaires, donc ça implique un certain nombre de relations qui sont à la fois coopératives et de confrontation et de coopération quelque part. Parce que le conflit avec la Chine, s'il est le cas, sera forcément nucléaire. Quand je dis qu'il sera nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on va s'envoyer des bombes, mais ça veut dire qu'on a dans son logiciel l'idée qu'on peut s'envoyer des bombes. Donc, ça change la nature du conflit. Le conflit ukrainien est un conflit nucléaire. Donc, on voit que chacun a fixé des lignes, on ne sort pas du théâtre de l'Ukraine, on fait très attention quand on tire, on envoie des armes, mais on n'envoie pas ouvertement des personnes. Bien sûr qu'il y en a, mais on ne le montre pas parce que il faut circonscrire le conflit pour que justement, il ne se nucléarise pas. Et là, je pense que ça sera la même chose. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'intérêts chinois aux États-Unis et il y a beaucoup d'intérêts américains en Chine. Je crois que la plus grosse usine de construction de voitures, qui est plus grande que Paris, c'est l'usine Tesla. Donc, ils vont pas demain s'envoyer des bombes avec les Chinois. Par contre, et puis par ailleurs, ceux qui sont derrière Trump, qui sont des hommes d'affaires, veulent évidemment continuer à faire du business avec la Chine. Je dis ça parce que la réflexion sur le militaire doit inclure forcément cette réflexion globale. Par contre, ce que veulent les Américains, c'est d'une part les affaiblir, bien évidemment, et ils pensent qu'en cassant le système actuellement qui est, je dirais, d'une injustice inique
parce que tous les pays de la planète sont en train de se vider de leurs industries et tout part en Chine, c'est absolument anormal. Donc, s'ils peuvent les affaiblir pour entrer dans un système où tout le monde protège son marché intérieur d'une façon ou d'une autre, ça sera mieux. Et puis, d'autre part, personne n'a intérêt non plus à ce que la Chine s'effondre. Alors, une fois qu'on a dit ça, militairement, bien sûr que les Chinois ont développé leur système militaire d'une façon tout à fait énorme. Mais moi, j'ai assisté à une conférence qui a été faite par un de mes amis il n'y a pas longtemps, justement sur le potentiel militaire chinois. Et quand on voit tout ce qu'ils sont en train de faire sur le plan des bateaux, sur le plan tout ça, moi, je leur ai posé la question à la fin, je leur ai dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se tromper de guerre en faisant ça? Est-ce que véritablement la Chine a besoin d'augmenter son matériel militaire tout en sachant qu'elle n'a pas forcément les hommes capables de gérer ça, puisqu'en fait, elle n'a jamais fait la guerre à personne, de guerre de cette nature? Est-ce que c'est son intérêt? Et puis, en même temps, par exemple, de retarder le développement de son marché intérieur qui peut la protéger en cas de guerre économique. Est-ce que véritablement la Chine a pris le véritable parti? Est-ce que sa véritablement guerre, ça consiste pas à devenir la grande puissance diplomatique du monde, ce que les Américains ne sont pas capables de faire, par exemple, et que les Russes sont en train de faire aujourd'hui? Donc, est-ce que véritablement qu'ils grossissent, oui, mais bon, à partir du moment où on est les États-Unis et on est protégé par son arsenal atomique, à un moment donné, je dirais pas qu'on a peur, mais je suis pas certain, je vous dis le fond de ma pensée, que tout ce développement militaire que j'ai observé avec vous, surtout sur le plan naval, soit véritablement ce qui est en mesure de protéger la Chine dans les 40 ou 50 ans qui viennent par rapport aux menaces qui viendront et qui seront, à mon avis, très largement de nature économique et politique et diplomatique. C'est ça qui va se passer. Alors, j'aurais une toute dernière question, parce qu'encore une fois, le temps file, et je vous demanderai d'être assez bref sur cette dernière question. En imaginant que demain, la Chine envahisse Taïwan comme elle le montre, quoi. Elle montre qu'elle a les velléités et qu'elle a les moyens de le faire. Il y a d'énormes exercices qui sont en train d'être faits autour de Taïwan. Est-ce que, pour vous, est-ce que les Américains vraiment réagiront contre la Chine, ou est-ce qu'ils diront, bon, ben, notre bluff, il n'a pas fonctionné, on va laisser la Chine prendre Taïwan? Et nous, on ne peut pas se permettre de faire une vraie guerre contre la Chine. Je pense absolument pas, et depuis très longtemps, que la Chine envahira Taïwan. La Chine est en train de se construire aujourd'hui comme une puissance pacifique et comme le leader des BRICS. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment où elle va se jeter sur son petit voisin et avec un bain de sang en tuant des centaines de milliers de personnes? Que vont penser les Philippins, les Indonésiens, les Birmans, les Vietnamiens, etc., la puissance qui est censée être pacifique et résoudre les problèmes par la diplomatie, le commerce, etc., qui a été capable de rapprocher l'Arabie saoudite et l'Iran, etc., se comporte de cette façon, mais ça serait complètement imbécile. Mais ça serait complètement imbécile de faire ça. D'autre part, si vous regardez, je crois que le commerce entre Taïwan et la Chine, ça représente 35 ou 40%, 35%, je crois, c'était 40 ou 45%, c'est 35% du commerce de Taïwan. Donc, si les Chinois veulent embêter Taïwan, ben, il suffit qu'ils mettent l'embargo sur Taïwan, ils n'ont pas besoin d'envoyer des avions. Le gouvernement, il saute au bout d'une semaine. Donc, pourquoi ils ne le font pas? Parce que il y a moi j'avais discuté avec un ancien ambassadeur de France à Taïwan. Alors, il n'y a pas d'ambassadeur de France à Taïwan, mais c'est le président du centre culturel franco-taïwanais, qui est en fait, tout le monde le sait, le véritable ambassadeur. Il m'a dit, des Chinois qui font du business, ils ont deux préoccupations.
La première, c'est de faire du business et la seconde, c'est de sauver la face. Donc, s'ils font 30 ou 40% de business, ils vont pas s'arrêter parce qu'ils sont chinois d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui les intéresse. Par contre, pour sauver la face, il faut envoyer des avions, etc., pour dire ah. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va durer comme ça? Ça peut durer. Il me dit, mais ça peut durer 1000 ans comme ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça peut durer 1000 ans comme ça. Ils renonceront ni aux affaires, ni au fait de sauver la face. Alors, toute la journée, on s'insulte, et puis le soir, quand ça s'arrête, on se réunit dans un bistrot du port. On dit, bon, alors demain, tu vas me dire salaud, moi je vais te traiter etc., etc. Et en attendant, voilà le contrat qu'on va signer, tu vas me livrer ça, je vais te livrer ça, etc. Voilà le jeu qu'on est en train de voir. Ben, moi, je pense que si les Chinois sont malins, ils vont continuer à faire comme ça, et puis ils vont attendre que d'ici 10, 20, 30, 40, 50 ans, le pays leur tombe comme un fruit mûr dans la main. C'est ça qui va se passer. Très bien. J'imagine pas du tout les Chinois étant aussi cinglés de se mettre dans une position où les Américains, du coup, puissent organiser un embargo sur la Chine, alors que la Chine est aussi dépendante de ses exportations. Ça serait un risque total, et en même temps, ça serait contraire à la doctrine de Sun Tzu, qui consiste à dire la meilleure guerre que l'on gagne, c'est celle qu'on gagne sans livrer aucune bataille. Ben, c'est ça qu'ils vont. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas semblant. Voilà. Très bien. Voilà ce que je pense. Ça fait longtemps que je pense ça. D'accord, bah c'est une perspective très très intéressante, originale, que j'avais jamais entendue, mais qui est effectivement très intéressante. Mais en tous les cas, cette intervention est terminée. Bah, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos éclaircissements très précieux. Mes auditeurs auront certainement appris énormément de choses grâce à votre intervention. Moi-même, j'en suis vraiment ravi. Donc, je tenais d'abord à vous remercier d'avoir participé à cet entretien sur Information sur le monde. Et puis, on pourra en faire une autre si vous voulez pour parler du Moyen-Orient, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas abordé cet énorme dossier. Donc, je suis à votre disposition pour refaire une deuxième partie, si vous voulez. Ah bah, j'en serais un peu de l'Afrique, parce que le dossier, à mon avis, le troisième gros dossier ou le quatrième qui va sortir un de ces jours, c'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est 10 millions de morts sur 20 ans. C'est tellement énorme que ça ne peut pas ne pas sortir. Voilà. Ça, c'est énorme, effectivement. En tous les cas, encore une fois, merci à vous. Merci de votre proposition que je n'oublierai pas encore. Monsieur Martin, encore une fois, j'ai été absolument ravi. Et puis, à la prochaine fois, bientôt, je l'espère. Au revoir. Merci à vous et à bientôt.